Mesdames, Messieurs, la guerre de Gaza vient de nous confirmer quelques récits, quelques constats. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le constat français. La guerre de Gaza vient de nous confirmer que la France, la République, qui a été toujours présentée comme le berceau de la liberté publique, surtout la liberté de penser, la liberté de conscience et la liberté d'action, traverse une crise sans précédent, sans oublier les façades de cette crise économique et sociale, mais surtout crise de fonction, crise morale, mais surtout une crise d'émanation républicaine. Parmi les voix qui ont choisi d'une façon courageuse, ils sont en considération parfois de l'intérêt personnel et avec détermination de scandaliser, de lutter, de militer contre l'instrumentalisation, contre la privation, contre la violation des libertés, c'est Rose Amézienne. Rose Amézienne, une activiste associative, chroniqueuse et essayiste. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir dans le cadre de notre plateforme d'information associative internationale Rose Amézienne. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me convier à votre micro. Écoutez, c'est avec grand plaisir. Le sujet nous touche toutes et tous au-delà de nos frontières respectives. Et effectivement, j'ai eu à me positionner sur la triste actualité et je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup. Quelle est votre lecture concernant les événements de Gaza depuis le 7 octobre d'abord? C'est avant tout humainement un drame. Je crois que toutes et tous, on a été saisis par la violence. La violence du 7 octobre, clairement, nul ne peut nier la barbarie qui s'est abattue sur des civils israéliens. Et je crois que chacun étant doté d'humanité, on ne peut qu'être en compassion avec les familles qui ont été lourdement touchées par ces actes ignobles. Et j'ai une pensée particulière pour ces otages actuellement en Palestine, ces otages israéliens qui doivent être en grande souffrance et les familles qui souffrent. Mais cette même humanité m'oblige aussi à penser à les Gazaouis qui sont pilonnés jour et nuit par les bombes israéliennes. Et les images qui nous parviennent de Gaza sont horrifiantes. Il est compliqué, au vu de la masse des images que nous recevons, Oui. de ne pas être atteint quotidiennement. Moi, je reçois énormément de témoignages de gens qui sont perturbés par la vue de toutes ces horreurs, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants innocents. Et ce qui rajoute de l'horreur à l'horreur, c'est une forme de hiérarchisation des victimes. Et on a une forme d'euphémisme dans l'espace médiatique international et aussi beaucoup français, avec des intellectuels, des politiciens, des éditorialistes qui semblent justifier une forme de démesure, une vengeance aveugle. Et je crois que nous trahissons nos valeurs, nous trahissons le fondement de notre République en ne dénonçons pas fermement ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Euh, Chacun peut entendre que Israël souhaite défendre son peuple, chacun peut entendre qu'une réponse pouvait être envisagée, mais personne ne peut cautionner ce niveau de barbarie. Et on entend de plus en plus des extrémistes israéliens nous expliquer que le projet final, ce n'est pas tant une réplique par rapport au fait d'avoir été frappé, mais c'est presque un projet politique de raser Gaza, de supprimer de la surface de Gaza le peuple palestinien afin de récupérer, selon leurs termes, de récupérer ce qui leur semble être leur terre, c'est-à-dire Gaza.
Et donc, face à tous ces discours de haine que nous recevons, je crois que nous ne sommes pas au rendez-vous du courage. Je crois que nos politiciens européens, et à plus forte raison français, n'ont pas le courage que l'on peut et la dignité que l'on peut attendre de nos dirigeants. Et je crois que nous trahissons pleinement qui nous sommes, véritablement. Nul ne peut se satisfaire de cette situation. Et la manière dont on refuse, par exemple, l'accès humanitaire prouve à quel point nous n'avons plus aucun sens et aucune raison dans la gestion de ce conflit. Je crois que de mémoire de conflits internationaux entre deux pays, jamais nous n'avons eu aussi peu accès à des soins humanitaires. C'est dire à quel point nous sommes pétrifiés, tétanisés à l'idée de faire entendre raison à Israël, au gouvernement israélien. Donc je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est sans précédent, véritablement sans précédent. Et je me suis souvent demandé, lorsque j'ai appris l'histoire, comment on pouvait arriver à de telles horreurs, comment on pouvait en arriver à des génocides, comment on pouvait, à l'échelle internationale, accepter que des horreurs soient commises. Je crois que nous sommes en train d'en vivre un et nous nous sentons toutes et tous, en tant que citoyens, activistes, associatifs, démunis parce que nous n'arrivons même pas à faire entendre nos voix. Et même si nous ne sommes pas silencieux, même si nous avons le courage de nous faire entendre, euh, on a le sentiment que c'est vain face à cette folie. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 20, 22, 23 jours de conflit, je crois. Et, et nous en sommes presque au même point, si ce n'est à une dégradation en fait de la situation. J'avoue que même les mots me manquent tellement on sent que ce conflit va, en tout cas cette horreur, cette barbarie va continuer. Et j'avoue que je suis un peu démunie et choquée du silence international, de notre inaction, euh, et de voir à quel point nous avons au final une forme d'humanité à géométrie variable. Et je me rappelle de l'élan de solidarité que nous avons pu avoir à l'égard des Ukrainiens face à l'invasion russe. Je, je ne peux qu'être désolée et meurtrie que nous n'ayons pas les mêmes égards à l'égard des Palestiniens. Concernant le génocide, juste avant vous, j'avais l'occasion de recevoir le docteur Alfred Dessaïs, qui a été l'ancien rapporteur pendant 30 ans de la Commission internationale des droits de l'homme. C'est une personnalité de nomination internationale qui vient de me confirmer sur la base d'analyses juridiques, politiques, d'un technocrate des droits de l'homme que nous sommes dans une phase grave de génocide. Ça veut dire la qualification génocidaire, c'est pas une qualification personnelle ou animée par l'intuition personnelle, comme on dit dans le lexique juridique, c'est confirmé aussi. Mais c'est quelque chose les choses qui m'ont choqué dans le contexte français. D'abord, l'instrumentalisation médiatique, je m'excuse, le discours à deux poids, deux mesures concernant par exemple les victimes, comme vous avez dit, quelque chose qui m'a touché, hein. On honore les victimes et on déshonore des autres. Cette volonté de censure aussi, cette volonté de censure, c'est permis de soutenir Israël, d'exprimer le soutien pour Israël, mais c'est interdit d'exprimer le soutien pour la population palestinienne, ce qui a donné ce qui a légitimé l'action génocidaire, criminelle de Benjamin Netanyahu contre la population civile israélienne. Aussi, j'avais l'occasion de recevoir Alain Grèche qui confirme que pour lui, il considère que Benjamin Netanyahu, c'est le seul responsable de l'action-réaction de Hamas est responsable de la réaction
cette réaction massive, démesurée de l'armée israélienne. J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas, parce que défendre, dire la vérité, défendre les Palestiniens, exprimer votre solidarité avec les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes, ça peut, je m'excuse, ça peut vous toucher, hein, ça peut vous amener à ce risque d'étiquetage, d'apologie, de terrorisme. Est-ce que vous n'avez pas craigné ça, Rosa Non, mais Messi? je pense que c'est ridicule aujourd'hui de risquer une tâche que je pourrais avoir dans ma carrière ou autre. J'ai presque envie de dire ma petite carrière personnelle n'a pas grand intérêt face à l'horreur que certains sont en train de vivre en réalité. Vous savez, moi, la France a une histoire, coloniale, a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale, a une histoire avec les Juifs européens et les Juifs de France. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre charrie un certain nombre de choses que nous et nos aïeux ont pu vivre. Et donc, c'est pour cela aussi que nous avons aussi autant de passion et de cœur dans la gestion de ce conflit. Et il est compliqué de ne pas avoir une lecture sincère et honnête du conflit israélo-palestinien. Nous demandons, parce que nous tentons aujourd'hui de faire croire qu'il s'agit d'un conflit religieux, qu'il y aurait des juifs et des musulmans qui se détesteraient presque génétiquement, historiquement. La réalité, c'est que ça fait maintenant 70 ans que nous demandons à des Palestiniens d'assumer les conséquences de notre antisémitisme européen. Elle est là, la réalité de la situation actuelle au Moyen-Orient. La création d'Israël, que je ne remets pas en cause, est un résultat en fait de notre propre antisémitisme européen. Et donc, nous n'avons pas assumé les conséquences de l'horreur qu'a été la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Et l'État d'Israël a été créé parce que justement, des Juifs de par le monde ne se sentaient pas suffisamment en sécurité pour vivre dans des pays occidentaux, qu'ils ont préféré créer un État, c'était l'État d'Israël, pour se sentir en sécurité. Et donc, nous avons demandé depuis près de 70 ans au peuple palestinien d'assumer notre propre antisémitisme. Alors, 70 ans après qu'ils aient été colonisés, qu'on ait grappiller leurs terres mètre carré par mètre carré, traiter les Palestiniens aujourd'hui d'antisémitisme, je crois que c'est déjà une erreur et intellectuellement malhonnête en réalité. Et ça, je crois qu'il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Par rapport à la situation du gouvernement israélien, jamais nous n'avons eu un gouvernement israélien aussi raciste. Et ils ne sont pas racistes qu'à l'égard des Arabes, mais aussi des Palestiniens chrétiens. On nous met de le dire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de détestation et de tension ces dernières années qui est sans comparaison. Et nous n'entendons pas suffisamment les voix israéliennes qui sont pour une solution à deux États, qui sont pour le fait que les Palestiniens vivent en dignité et en sécurité. Et nous acceptons, nous tolérons, nous diffusons un discours raciste de la part de certains Israéliens. Et moi, il n'y a aucune ambiguïté dans mon discours. Vous savez, quand on est humaniste, on l'est sincèrement, profondément. Et j'ai été saisie de l'horreur qu'a vécu les Israéliens. Mais jamais, au grand jamais, nous pouvons accepter que ça se transforme en fait en vengeance aveugle et à l'extermination du peuple palestinien, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, un certain nombre de médias français veulent faire passer uniquement cela pour une réplique militaire. C'est faux. Je crois que nul besoin d'être un intellectuel aussi lettré que la personne que vous avez citée
pour comprendre ce que c'est qu'un génocide. À partir du moment où nous tentons de faire disparaître une population ou de la faire disparaître de sa région, on est déjà dans des poussées génocidaires. Je n'aurais jamais cru que la situation s'aggrave à ce point. J'ai tristement grandi avec ce conflit et même si une paix était quasiment inenvisageable ces dernières années, je crois que le niveau d'horreur nous oblige à être courageux dans le fait de stopper ces massacres. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste peindre un tableau qui serait faux avec des gens qui seraient agressés et des terroristes de l'autre côté, et d'expliquer que les Gazaouis seraient uniquement des dommages collatéraux. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, c'est très malhonnête de le dire de cette façon-là, et je crois que on doit aller même au-delà d'un cessez-le-feu. Ce qui est pire encore d'ailleurs, c'est qu'on n'arrive même pas à obtenir un cessez-le-feu. Là où, dans tous les conflits armés que nous avons pu avoir, on avait des temps de répit où on offrait à la population la possibilité d'être soignée, à la possibilité à des civils d'être soignés. Rendez-vous compte, aujourd'hui, les Palestiniens en arrivent à inscrire leur nom et leur date de naissance sur leurs bras pour pouvoir être reconnus, tellement le niveau de bombardement est intensif. Israël a annoncé le nombre de dirigeants du Hamas qu'ils auraient réussi à éliminer avec leur bombardement. Mais c'est sans commune mesure avec le nombre de civils décédés. Donc, comment on peut se satisfaire d'un si médiocre résultat en expliquant que nous avons atteint peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine de dirigeants du Hamas, pour qui je n'ai aucune sympathie dans l'absolu, mais comment on peut se satisfaire d'avoir 6000 civils décédés en face pour obtenir une dizaine ou une quinzaine de terroristes? Mais ce n'est sans commune mesure. On n'a jamais vu un tel ratio. À partir de quand le gouvernement israélien sera satisfait de sa réplique, et donc il va falloir qu'ils nous annoncent quel est leur chiffre idéal. Est-ce qu'il y a eu 1500 morts dans les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Alors, il va falloir qu'on nous explique quel est le ratio du coup. C'est un Israélien pour 20 Palestiniens morts? C'est un Israélien pour 40? Permettez-moi, ce qui est choquant aussi, la normalisation médiatique française avec un discours sioniste, suprématiste. Lorsque je vois une avocate franco-israélienne il faut raser Gaza. Ou je vois quelqu'un qui déclare sur Even 24 qu'il s'en fout des vies. Il est où l'autorité de régularisation? Mais vous savez, Vous disiez par exemple à Rose Amizienne, salam alaikum, demain vous serez étiqueté frère musulman ou si vous. Mais en fait, je vous parlais de notre histoire. Parce que nous avons été frappés en France par le terrorisme, et que ça nous a particulièrement ébranlés, nous perdons parfois la mesure des éléments. Et je crois que confondre le terrorisme du Hamas avec ce que peut être le terrorisme islamique ou Daesh dans le monde, c'est une erreur complète. Ce qui a animé des terroristes, que ce soit au Bataclan ou que ce soit à Nice, ce n'est pas du tout le même terrorisme animé par le Hamas qui est uniquement dans la volonté de détruire Israël. Donc les fondements même du terrorisme ne sont pas les mêmes, et le dire, ce n'est pas cautionner le Hamas, c'est juste faire preuve de justesse.
Mais vouloir faire cet amalgame, en réalité, c'est-à-dire que si les terroristes du Hamas sont les mêmes terroristes que le Bataclan, alors ceux qui sont suspects, ce sont autant les Gazaouis que les musulmans dans notre pays. Et voilà ce que l'on essaye de faire. On essaye d'apposer un signe égal entre Daesh égale Hamas et quelque part Gazaoui égale musulmans français. Et donc nous essayons de faire croire que les musulmans français seraient des potentiels terroristes ou en tout cas seraient à déshumaniser tels que les Gazaouis puisqu'ils porteraient en leur sein une forme de détestation de la France. Et ça, c'est très compliqué parce que nous avons une Et histoire. peut-être ça peut confirmer, je m'excuse, la déclaration décevante et morale du président du Conseil constitutionnel lorsqu'il dit que l'islam n'a été jamais compatible avec la République, hein. Alors, je sais bien comment, lorsqu'il a été maire de Bordeaux, comment il a mendité les voix des musulmans avec des combines que je les connais personnellement. L'acharnement, l'institutionnalisation de l'acharnement, de diabolisation contre les musulmans en profitant de cette situation de vide au niveau de la présentation et la représentation des musulmans en France. On n'a pas vu un recteur de la mosquée de Paris qui réagit, ni un président de la Fondation d'Islam de France, ni une autre autorité qui sont devenus malheureusement, ce n'est pas des représentants des musulmans, mais des musulmans de service, des serviteurs, rien que ça. Pourtant, ils ont réagi. Le recteur de la mosquée de Paris a réagi. Khaled Benchir, le président de la Fondation pour l'Islam de France, a réagi, mais ce sont juste des voix que nous ne voulons pas entendre. Je ne voudrais pas leur faire porter la responsabilité d'une société, d'une partie de la société en tout cas, qui a un profond problème identitaire. Vous savez, très souvent, on dit que ce sont les enfants d'immigrés qui ont un problème identitaire. Moi, je crois que c'est la France qui a un problème d'identité. Elle ne se reconnaît pas et elle ne veut pas regarder, d'une part, son histoire et son passé, et d'autre part, la vérité du visage de ce que c'est que la France aujourd'hui. Et nous sommes nombreux à le dire. Il y a vraiment une grande difficulté à faire comprendre ce qu'est notre pays. Être français, ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question génétique, c'est l'adhésion à des valeurs. Ça veut dire que ça transcende en réalité votre propre parcours personnel, votre propre histoire, le lieu où vous êtes né même. D'ailleurs, certains parlent de français de papier ou de français de naissance ou de droit du sol. Être français, ça va bien au-delà du droit du sol. Nous avons, de par l'histoire, récompensé des étrangers qui n'étaient même pas sur le sol français en leur offrant la nationalité parce qu'ils répondaient pleinement à nos idéaux et à nos valeurs. Et c'est en cela que je dis que nous trahissons en réalité. Donc, vous savez, dans tout ce que vous avez cité, et je crois que c'est le grand problème français, si je devais le résumer, c'est que nous faisons face à une grande tchouk-tchouka, c'est-à-dire que nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout, de ce qu'a été la colonisation, de ce que c'est que les problèmes de communautarisme, la construction des ghettos, l'immigration que nous avons dû gérer. Qui peut mélanger la question de l'immigration économique actuelle avec l'immigration liée aux différentes colonies, qui peut mélanger aujourd'hui les demandeurs d'asile qui viennent parfois de pays en guerre. Nous sommes constamment dans un mélange qui ne veut strictement rien dire. Nous n'acceptons pas, par exemple, que l'islam est une religion française aujourd'hui et il faut l'accepter comme telle. On mélange complètement de ce que c'est que la loi de 1905, ce qu'est la laïcité. Et on le fait parce que nous avons la volonté de brouiller ce que sont que nos valeurs. Nous avons envie de faire de la laïcité, pour pas dire du laïcisme, une quatrième valeur dans notre République, parce que nous avons envie d'effacer, nous avons envie de contraindre à la discrétion tout Français de confession musulmane qui assumerait pleinement en fait sa liberté, celle de croire ou de ne pas croire, et celle de pratiquer son culte ou même de changer
de culte. Et c'est ça, en fait, les fondements de notre histoire. Et donc, nous mélangeons tout parce que il y a énormément de choses que nous n'avons que nous n'avons pas digérées ou que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas digéré notre propre histoire et il faut comprendre que nous sommes sur une mémoire vive. Aujourd'hui, sont encore vivants des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, des gens qui ont été harkis ou enfants d'harkis, des gens qui ont été également pieds noirs. Nous sommes sur une mémoire vivante, une mémoire vive. Et donc, c'est pour cela que ces sujets-là sont passionnés dans notre pays. La question aussi du terrorisme, oui, nous avons été frappés plusieurs fois par le terrorisme, mais et vous avez pu le voir dans un certain nombre de débats, continuer à faire croire qu'il y a le méchant terroriste musulman, parce qu'en plus, on dit qu'il est musulman, pour bien faire l'amalgame avec le reste de la population, c'est oublier d'une part de noter que les Français de confession musulmane sont eux-mêmes victimes du terrorisme en France, mais que de par le monde, les musulmans sont également confrontés au terrorisme. Et ça a été le cas en Afghanistan, ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Algérie pendant près de 10 ans. Donc vouloir faire croire qu'il y a le méchant terroriste musulman et puis de l'autre côté, l'occidental, l'européen, celui qui porterait des valeurs civilisationnelles supérieures d'ailleurs à la civilisation islamique. La civilisation islamique, ce n'est pas le terrorisme, mais parce que volontairement, nous brouillons les concepts pour créer et fabriquer des amalgames et fabriquer une figure arabe, musulmane, qui ne voudrait pas en fait vivre dans nos sociétés contemporaines et qu'il serait en réalité un danger, une forme de cinquième colonne, un État dans un État, et donc qu'il serait un danger en fait de l'intérieur. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Et donc, tous ceux qui expliquent qu'ils ne veulent pas importer le conflit, il va falloir l'expliquer aux nombreux médias qui justement mélangent toutes ces réalités pour en réalité importer ce conflit. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous savez, vous parliez du problème médiatique. Aujourd'hui, il est très compliqué de ne pas, enfin, il est très compliqué de ne pas avoir accès à la vérité. Et on l'a vu déjà avec l'essor des réseaux sociaux, ce qu'ont été les différents printemps arabes. Vous avez des versions officielles, des propagandes de guerre, et puis vous avez des images. Et nous sommes tous noyés par les images en réalité. Nous avons des journalistes palestiniens sur les réseaux sociaux avec le peu de moyens qu'ils peuvent avoir et au péril de leur vie, transmettent en fait un certain nombre d'éléments. Et vous savez, moins on aura d'empathie et d'humanisme à l'égard des Palestiniens et plus on radicalisera l'opinion publique. Donc je crois que c'est un très mauvais calcul, véritablement, de ne pas faire preuve de sérénité, de ne pas faire preuve de courage à l'égard du conflit israélo-palestinien, parce que je crois qu'il est plus que temps qu'on avance en fait sur cette question. Et on ne peut pas dissocier ce qui s'est passé le 7 octobre d'une analyse politique. Il ne s'agit pas uniquement d'une attaque terroriste. Derrière, il y a l'obligation en fait de dépasser l'horreur des crimes et de commencer en fait à expliquer ce que c'est qu'un régime d'apartheid, d'expliquer ce que sont les colonisations illégales, d'expliquer pourquoi le gouvernement israélien n'est jamais sanctionné de par le fait de ne pas respecter les résolutions de l'ONU. Donc, on doit dépasser l'horreur des crimes pour commencer en fait à réfléchir l'après. Si nous ne réfléchissons pas à l'après, alors nous sommes condamnés, vous et moi, à continuer à commenter l'horreur et nous sommes condamnés à le revivre. Et je crois que ni les Israéliens, ni les Palestiniens n'ont encore envie de pleurer leur mort, parce que c'est la seule chose que nous allons créer si nous baissons la tête et si nous faisons comme si ce conflit ne nous concernait pas. En réalité, il nous concerne tous. La même empathie, la même envie d'accueillir des Ukrainiens et de faire en sorte en fait qu'ils vivent en sécurité dans leur pays doit nous animer de la même manière en fait à l'égard des Palestiniens.
Et vous savez, je crois que dans tout ça, euh, nous sommes frappés par la ténacité des Palestiniens. Et vous savez, je suis issue d'un pays, la France, qui avons livré quasiment en près de 3 semaines notre pays aux Allemands. Il est compliqué d'entendre que des Palestiniens se battent depuis plus de 70 ans pour garder leur terre. Et je crois que les Palestiniens aussi nous donnent des leçons de résilience depuis des décennies et nous les avons trahis à bien des égards. Je crois qu'il est plus que temps d'accepter en tout cas que la première étape, c'est effectivement l'arrêt des massacres parce que quand on doit revenir à quelque chose de sacré, que l'on soit croyant ou pas, c'est la vie humaine. Et je crois que l'humanité, c'est cela. Vous savez, on l'utilise beaucoup, mais l'humanité, c'est ça. Comment on remet un peu de sacralité dans la vie humaine. Nous ne pouvons pas nous satisfaire en tant qu'enfants de pays civilisés de compter les morts comme si ce n'était que des chiffres. Ce n'est juste plus possible. Donc, la première étape, c'est effectivement l'arrêt des massacres. Et cela, chacun dans le monde peut l'entendre. Et la seconde étape, c'est bien évidemment réfléchir à une solution de conflit. Et je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et donc, il va falloir qu'on avance dans un consensus qui ne va satisfaire personne, mais qui nous permettra de retrouver de l'apaisement. Et donc là, nous avons le devoir d'une réponse politique et non une réponse militaire. Vous savez, la réponse guerrière n'amènera juste que de la souffrance et encore plus de morts. Nous avons le devoir d'apporter une réponse politique si on a l'envie d'avoir une paix durable. Merci infiniment. Ça a été très important de vous entendre. Ça a été un honneur de vous accueillir, Rose Abziane. Merci infiniment et à la prochaine rencontre, j'espère en présentiel. Merci beaucoup et bonne Merci soirée. à vous. Merci. Belle soirée à vous. Merci.